Merci à la Fondation Giacometti pour me donner l'opportunité de parler dans le cadre de cette école des modernités. Donc, comme vous l'avez dit dans ma présentation aujourd'hui, il sera question de comment se construit et se conçoit un art moderne, voire une modernité, dans le monde arabe, et de comment cette construction se nourrit, entre autres, des échanges et circulations, mais au sens très large. Il ne faut pas nécessairement comprendre ça comme des déplacements de personnes, ça peut aussi être déplacements d'idées, d'objets, de livres, de revues, etc. Après une introduction plus générale, car je ne sais pas si tout le monde est vraiment très familier de l'art, avec l'art dans le monde arabe, nous nous pencherons donc sur une partie des écrits de Shakir Hassan al-Saïd, artiste et historien de l'art irakien, une des figures clés de la modernité artistique arabe, fondateur théorique du principal mouvement de la modernité arabe, celui qu'on appelle la Hurufiyya, et dont le parcours, donc celui de Shakir Hassan, notamment son séjour parisien dans les années 1950, a encore très peu été exploré. Donc, je vais d'abord introduire l'art moderne, la notion d'art moderne dans le monde arabe, car ce qu'on appelle aujourd'hui en arabe al-fan al-hadith, donc l'art moderne, c'est-à-dire une pratique artistique dans la modalité occidentale, remonte dans ce qui est alors l'Empire ottoman auquel la plupart des actuels pays arabes appartenaient. C'est à ce moment-là que commence à se pratiquer un art moderne. Donc cette pratique commence à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, voire même dans la première moitié du XXe, dans la plupart des centres urbains de la région. C'est un phénomène urbain, comme d'ailleurs ce phénomène intellectuel de modernisation généralement. Initialement, et ça c'est un point important, la rupture avec les pratiques locales, savantes ou populaires, ce qu'on nomme peut-être un peu mal parfois l'art islamique, fut volontairement totale. Il s'agissait, dans le cadre d'un processus de modernisation, qui parfois a été radical. On a toujours tendance à penser que rien n'a changé dans les différents pays du monde musulman, mais parfois il y a eu des initiatives qui étaient très radicales de rupture avec ce qui se pratiquait auparavant. Et donc il s'agissait de tourner le dos aux traditions et de s'approprier les sciences et les techniques de l'Occident dans le cadre de ce processus de modernisation, comme vous le savez. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que les beaux-arts viennent à être considérés comme faisant partie de ces sciences et de ces techniques, ou voire des pratiques occidentales considérées comme désirables, voire supérieures. On peut, en schématisant quelque peu, dégager trois périodes dans l'histoire de cet art arabe moderne. Cette périodisation que je fais s'inspire de celle qu'avait faite Mohamed Harkoun, l'islamologue franco-algérien, qu'il avait proposé pour l'histoire de la pensée dans le monde arabe. Alors lui, il avait distingué deux périodes. Une première période qui était celle de la Nahda, donc de la Renaissance, qu'il délimitait de 1800 environ, enfin début du 19e, jusqu'à 1950. Et puis une deuxième période qui était celle de la Thawra, donc des révolutions, qui, à partir de 1950, avait vu la prise de pouvoir de la part de militaires révolutionnaires ou se disant révolutionnaires. On peut considérer que cette période de nationalisme révolutionnaire s'est définitivement close en 1991 avec la guerre du Golfe, qui marque d'une certaine manière le désenchantement par rapport à cette idéologie et la fin du projet politique pan-arabe. Donc, en appliquant ça aux arts, on peut distinguer trois périodes. Une première période qui serait celle qui correspond dans la pensée de Mohamed Harkoun à la période de la Nahda, qui est cette période d'adoption de l'art occidental. Une des deuxième périodes qui est celle de l'adaptation de cet art adopté par l'introduction d'éléments empruntés à ce qu'on définit comme étant des traditions locales. Et puis une troisième période qui se caractérise par l'adoption de l'art contemporain que je daterai à peu près de 91. Enfin, c'est la période aussi qui correspond à l'ouverture de la scène artistique
qu'on fait généralement remonter aux magiciens de la Terre dans le domaine de l'art, mais c'est évidemment aussi une période de grand bouleversement politique au niveau mondial. Donc on peut prendre cette périodisation, évidemment elle vaut comme toutes les périodisations, mais je pense qu'elle est quand même utile parce qu'il y a des tendances qu'on peut voir dans ces différentes périodes de la pratique d'un art moderne emprunté ou d'origine occidentale. Dans le cadre de cette école des modernités, nous allons nous concentrer ici sur la deuxième période, donc cette période d'adaptation qui coïncide dans le monde arabe avec une véritable réflexion et avec l'élaboration de ce qu'on pourrait appeler une modernité classique. Alors, il faudra aussi noter que cette réflexion sur la modernité au sens propre, parce que c'est là qu'on commence à se poser la question qu'est-ce que c'est que la modernité et quel genre de modernité voulons-nous dans le champ artistique, se fait avec un certain décalage par rapport à ce qui a lieu ou ce qui a eu lieu en Europe. En soulignant ce fait, Sultan Al-Qasimi, le fondateur de la fondation Barjil à Sharjah, dont une partie de la collection avait été montrée à l'Institut du monde arabe cette année, parle de chronologie imparfaite. Cependant, il ne faut pas négliger, mais je reviendrai sur ce point, que l'art de la période d'adoption, donc de la première période, même s'il semble stylistiquement dépassé, je mets ça entre guillemets, par rapport aux productions des avant-gardes européennes, était foncièrement moderne dans sa pratique locale et par la rupture qu'il constituait d'avec l'art islamique. Ça, c'est un point, à mon sens, important. Mais c'est dans cette période d'adaptation qu'une véritable pensée sur la nature et la forme que la modernité artistique devait prendre dans le monde arabe commence à être au centre des préoccupations des artistes. Cette réflexion se caractérise par la volonté de conjuguer style et langage occidentaux, si on veut ainsi dire, ou alors internationaux, je ne sais pas, on peut définir ça de manière différente, avec ce qui paraît être constitutif d'un enracinement dans les cultures de la région, présentes et passées. Alors ça, c'est important aussi, il ne s'agit pas du tout de revenir à l'art islamique, il s'agit de puiser dans les éléments de toutes les cultures d'une région déterminée, d'un pays déterminé, depuis les temps les plus anciens jusqu'au présent. Donc, ce qu'on appelle hadatha, donc modernité, est intimement lié au concept d'authenticité qu'on dit asala en arabe. Donc cette modernité se construit par des appropriations et des réappropriations qui sont le fruit des réflexions, mais aussi des échanges des artistes qui séjournent souvent ailleurs. Mais cet ailleurs aussi ne doit pas être compris à sens unique, même si Paris est souvent dans la tête de ces artistes, mais ces échanges peuvent avoir lieu déjà dans d'autres villes européennes, d'ailleurs comme Béatrice Joyeux-Prunel l'a montré aussi pour les avant-gardes européennes, où elle a un peu déconstruit cette idée qu'il n'y avait que Paris comme capitale de la modernité. Je pense qu'on peut aussi, que dans le cas du monde arabe, il faut aussi faire cette réflexion. Et puis il y a quelque chose qui n'a, à mon sens, et que je n'ai moi-même pas encore assez exploré, ce sont aussi les échanges interrégionaux. Et je pense, et ça commence assez tôt. Donc il y a des gens qui voyagent non seulement du Caire à Paris, mais aussi, je ne sais pas, du Liban au Caire, de l'Irak au Golfe, etc., etc. Et ça, c'est aussi une dimension qu'il ne faut pas négliger, même si, bien sûr, d'une certaine manière, Paris reste une sorte d'idéal. Hein, ça, il faut bien le dire. Mais c'est important de bien situer ces échanges. Alors, l'historiographie de l'art, en général, de l'art arabe moderne, est encore très embryonnaire. Elle est encore plus dans le domaine de ces circulations et de ces échanges. Donc, ce que je vais faire ici, je vais plutôt donner quelques pistes, notamment en ce qui concerne les séjours parisiens d'artistes comme Shaki Hassan Al-Saïd ou Jamil Hammoudi, dont l'œuvre a été fondamentale dans la constitution, notamment de la Hurufiyya, dont il sera question plus loin. Mais j'aimerais d'abord revenir sur la première période, donc la période d'adoption, pour mieux situer et pour mieux aussi
rendre clair qu'est-ce que cela signifie à partir des années 40 ou 50, réfléchir vraiment sur la modernité arabe. Alors, comme je l'ai déjà dit, au courant du XIXe siècle, les arts visuels viennent à faire partie des domaines dans lesquels on croit constater un retard. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est ébloui par le réalisme, entre guillemets, de l'art occidental, et donc l'art islamique devient un art qui est vu comme étant incapable de reproduire la réalité, d'avoir ce côté mimétique. Et donc, dans une échelle du progrès, il se retrouve quelque part, je ne sais pas, avec les Madones de Giotto peut-être, mais pas au XIXe siècle comme l'art de l'époque. C'est à partir de là, pour rattraper ce retard, que sont créées des écoles de beaux-arts, la première dans la région étant évidemment celle de Istanbul, dirigée par Osman Hamdi, qui avait étudié à Paris avec Gustave Boulanger, lui-même un élève de Gérôme. Et en 1908, dans la région qui nous intéresse, l'école des beaux-arts du Caire ouvre ses portes sous la direction du sculpteur français Guillaume Laplagne. Là aussi, un personnage... Alors, j'aime bien lancer des pistes s'il y a des gens qui font des recherches dans ce domaine. Guillaume Laplagne, c'est quelqu'un dont on ne sait pas grand-chose. La seule chose qui existe, c'est un article d'un historien amateur publié dans la revue de la Champagne, il n'y a pas si longtemps. Mais si vous regardez Bénézit, il donne 3 mots, et on ne sait pas grand-chose de lui, et même si vous faites des recherches, il n'y a pas grand-chose sur ce sculpteur. Donc, évidemment, il y avait déjà eu dans les académies militaires d'Istanbul des cours de dessin et de peinture aussi, mais je ne vais pas en parler ici parce que sinon ça va devenir trop long. Ces écoles produiront une première génération d'artistes, peintres le plus souvent, mais parfois aussi sculpteurs, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont appelés rouad, donc pionniers, tellement le fait de produire, d'exercer ce type d'activité était inconnue. Donc on est, et ça c'est quelque chose qui ressort aussi des témoignages des artistes de cette période, on est dans un terrain vierge où arrivent les pionniers, ils introduisent cet art. Et je crois qu'en Iran on utilise le même terme aussi pour désigner les artistes de la première génération. D'autres artistes se formeront directement en Europe. En général, c'est en France et en Italie qu'ils vont. Là aussi, il y a des pistes intéressantes. Il y a la France, mais il y a aussi l'Italie qui joue vraiment un rôle important. Il y a beaucoup d'artistes qui se forment à Rome, dans les années 20 notamment. C'est quand même intéressant. L'Italie fasciste, est-ce qu'elle avait une politique méditerranéenne? Là aussi, à mon sens, il y a des choses qui restent encore à explorer. Soit auprès d'artistes européens installés dans la région, ou alors il y a aussi, par exemple c'est le cas du Liban, il y a au XIXe siècle, il y a quelques artistes qui se rendent en Europe, qui font des études en art et puis qui reviennent, qui ouvrent des ateliers et forment une deuxième génération. Alors cette première production est évidemment de type académique, avec dans un style plutôt orientaliste, parfois avec quelques vagues notions d'impressionnisme, et les sujets sont des sujets qu'on connaît, disons, dans l'art orientaliste au sens large. Mais bon. Les changements, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que tous ces artistes appartiennent aux couches modernes et modernisées, mais on voit très peu. Ce n'est pas ce qu'ils représentent dans leurs œuvres. Là, je vous donne des exemples de 2 Égyptiens. Cependant, et alors je vous montre aussi une chose, et j'aimerais aussi me référer à cette conférence qui avait été organisée par l'Université américaine de Beyrouth sur le nu, car tous ces artistes ont des formations académiques et ils produisent des nus, qui ne sont peut-être pas toujours exposés publiquement, mais qui sont achetés par des collectionneurs et qui font partie de leur œuvre. Donc même si, évidemment, par rapport, vous voyez les dates, par rapport à ceux que font les avant-gardes européennes à cette époque, cette peinture paraît démodée, mais je pense que c'est une manière un peu trop rapide de voir les choses, parce qu'en Europe aussi, la plupart des artistes produisaient encore plutôt dans ce style-là à cette époque. Et puis, je pense aussi que dans les sociétés d'où venaient ces artistes, ces pratiques
sont, à mon sens, intrinsèquement modernes de par leur nouveauté et le changement qu'elles induisent dans les pratiques culturelles des élites locales, changement des techniques et conceptions de l'art, de ce qui est la fonction de l'art, des modes de voir aussi. Cela introduit vraiment une autre manière de voir les choses. Alors voilà, bon, j'en termine là, et je viens à ce qui constitue, disons, la période qui nous intéresse aujourd'hui, car après la Deuxième Guerre mondiale, une nouvelle ère commence, celle, comme vous savez, des décolonisations. Dans le cadre des nouveaux États nationaux qui sont ainsi créés, la question de l'identité nationale, que ce soit en littérature, en art ou dans le cinéma, devient primordiale. Mais ce qui est important aussi, c'est aussi l'époque où une nouvelle génération d'artistes se saisit des réflexions qui ont dominé l'essor de l'art moderne en Occident depuis le début du XXe siècle. Et au-delà donc de la volonté de s'insérer dans ces courants de l'avant-garde internationale, il y a également la constatation que les arts extra-européens ont joué un rôle considérable dans l'élaboration de la modernité. Ce qui, du coup, donne une légitimité aux arts de la région. C'est ce que exprimait en 1951 le manifeste d'un des groupes modernistes, du groupe de Bagdad pour l'art moderne, sans ambiguïté. Et, disons, il mettait par écrit ce que de nombreux artistes commençaient à pratiquer. Le manifeste disait, c'est un long manifeste, mais je vais juste vous donner cet extrait, « Il y a une méthode qu'il faut adopter. D'un côté, elle nous oblige à connaître les styles actuels. De l'autre, nous devons prendre conscience des éléments dont nous nourrirons nos œuvres. Nous devons, en premier lieu, améliorer notre compréhension des styles étrangers et, en deuxième, notre connaissance de la personnalité locale. C'est cette personnalité que la plupart d'entre nous ignorent aujourd'hui qui pourra se faire une place dans la pensée universelle. » Donc la préoccupation, ce n'est pas de faire un art enraciné dans la région pour s'enfermer dans l'entre-soi, mais au contraire pour donner une chance à l'art irakien, mais même des réflexions semblables se font aussi en Égypte et dans d'autres pays, pour lui donner une place sur la scène mondiale. Autre chose, le manifeste affirme aussi la légitimité de la pratique artistique en Irak en se référant à un miniaturiste du XIIIe siècle, Yahya al-Wasiti, qui est connu pour les illustrations des Maqamat al-Hariri, un roman à succès de l'époque. On reviendra là-dessus. Il proclame que les artistes doivent renouer avec la pratique qui était celle de Wasiti, sans pour autant, et ça vraiment je tiens à le souligner, suggérer de revenir à la miniature ou à l'art islamique. Au contraire, c'est Picasso, le grand peintre de la modernité, qui est donné en exemple dans ce manifeste pour avoir su se référer aux arts africains et à l'art primitif de sa patrie andalouse. Ce sont là les deux pôles constitutifs, je dirais, d'une modernité arabe, comme c'est explicité aussi dans la phrase que je viens de citer, le langage international de l'art moderne et la référence, même symbolique, au patrimoine. Alors je vous donne quelques exemples. Alors ça c'est un tableau de Jawad Selim, qui est le père fondateur de l'art irakien moderne. Et alors comme vous pouvez voir ici, la référence à l'art de son pays se fait par différents symboles. Alors d'un côté il y a la forme du croissant. Alors évidemment Jawad Selim n'est pas du tout je ne sais pas comment dire, un religieux, hein, c'est un laïc, etc. Mais le symbole, parce que c'est quelque chose qu'on voit dans les productions artistiques, dans l'entourage, etc. de l'Irak. L'autre référence, et on le voit peut-être mieux dans cet autre tableau qui est au musée au Mathaf de Doha, ce sont les arts populaires, donc l'art du tapis, mais du tapis populaire évidemment. Autre élément, et là aussi, de nouveau, Jawad Selim, ce n'est pas dans l'intention de voiler les femmes, mais c'est la représentation de l'abaya, donc l'habit traditionnel, ce manteau traditionnel des femmes irakiennes. Et là, c'est dans l'idée de représenter les femmes des classes populaires qui le portaient encore. Parce que si vous regardez les photos d'époque de Jawad Selim, de sa femme, de tous les autres artistes irakiens, toutes leurs femmes et toutes les étudiantes de la
l'Académie des Beaux-Arts de Bagdad était habillée comme à Paris. Je veux dire, il faut bien être clair. Il ne s'agit pas du tout de revoiler les femmes, mais c'est de donner, parce qu'il y a aussi un souci de faire un art lié au peuple, aux pratiques locales, etc. Là, il y a des espèces d'arabesques qui, si on cherche bien, ressemblent à des décorations de Samarra, donc le palais califal de Samarra. Et là, vous avez, là, je ne sais pas, on pourrait discuter de ça. Est-ce que ce sont des points tirés de l'écriture arabe? Je ne sais pas. Et puis, bon, vous voyez l'autre référence, évidemment, j'ai dit le manifeste soulignait l'importance de Picasso, et vous voyez bien qu'il y a une proximité quelque part entre cette représentation de Jawad Selim et ce tableau de Picasso qui est bien antérieur. Autre exemple venant d'Égypte, là il y a vraiment aussi une très forte préoccupation, disons, sociale, politique, je dirais même, et d'ailleurs ce peintre a été incarcéré en étant jeune parce qu'il avait fait un tableau qui s'intitulait La faim, qui a été mal vu par les autorités. Et là aussi, enfin c'est un tableau qui est très fort, il montre très bien, alors contrairement au tableau de la première période où le peuple était très idéalisé, représenté de manière un peu romantique, ici Gaza montre toute la misère du peuple égyptien, tout en ayant recours à justement un très fort symbolisme tiré des arts populaires. Alors ici, bon, c'est peut-être plutôt le côté engagement, je ne sais pas si c'est un engagement politique, mais enfin montrer la vie du peuple tel qu'il est. Mais il y a d'autres tableaux où ces éléments qui apparaissent ici sur des objets appartenant à ces personnages sont beaucoup plus élaborés. Là aussi, il s'agit de faire un art moderne. Alors Gazar avait aussi fait partie du groupe des surréalistes, mais avec des références dans la tradition égyptienne. Et là, vous avez, ce tableau est un peu plus tardif, mais on pourrait trouver des choses plus anciennes. Un peintre syrien, le grand peintre syrien, Fatah al-Modares. Et là, vous avez une référence à l'art, disons, ancien des civilisations antiques de la Syrie. C'est fortement marqué chez ce peintre. Donc, dans un premier temps, dans les années 50, ces principes de faire un art authentique s'appliquent à une expression figurative, mais une nouvelle thématique apparaît avec la diffusion, à partir des années 60, de la pratique de l'art abstrait. Et c'est celle de l'utilisation de la lettre arabe comme élément de composition d'une œuvre, ce qu'on appellera la hurufiyya, terme qui vient du mot arabe huruf, qui veut dire les lettres de l'alphabet. Ça ne veut pas dire les belles lettres, ça ne veut pas dire les lettres dans le sens de la correspondance, ça veut vraiment dire les lettres de l'alphabet. Il y a aussi un autre sens à hurufiyya, je reviendrai peut-être là-dessus. Et c'est sur cette forme de la modernité arabe que je voudrais me concentrer maintenant, car elle me semble ouvrir des perspectives intéressantes pour plusieurs raisons. Alors il y a une chose intéressante, c'est que la plupart des artistes qui commencent à faire les premières expériences dans ce champ vivaient à l'étranger lorsqu'ils commencent à réfléchir à cela. Le concept lui-même de la hurufiyya est souvent le résultat de longues réflexions, comme nous le verrons dans le cas de Shakir Hassan. Et puis il y a une autre chose, l'origine, ou disons la primauté du fondateur, de qui a fondé ce mouvement, n'est pas clairement établie. Je reviendrai là-dessus. Alors, je disais, c'est le seul mouvement artistique pan-arabe qui ait eu vraiment une diffusion. Néanmoins, il y a relativement peu de choses qui ont été écrites. Alors, l'ouvrage le plus ancien est celui de Charles Beldarer, qui est un universitaire libanais, qui vient d'être traduit en anglais aux éditions Skira. J'avais moi-même, dans ma jeunesse, écrit un ouvrage sur l'art de l'écriture arabe. Et puis, il y a aussi un autre ouvrage récent de Rose Issa, que vous connaissez sans doute comme commissaire d'exposition, surtout, et d'autres personnes, mais c'est elle qui a dirigé cet ouvrage, qui s'appelle Signs of Our Time, mais qui dépasse le monde arabe parce qu'il a trait aussi aux pratiques iraniennes sur lesquelles nous reviendrons aussi. Alors, si les assises théoriques de la hurufiyya seront explicitées en 1971 dans un manifeste sur lequel nous reviendrons, la pratique est plus ancienne. Les premiers emplois attestés remontent à la fin des années 40. L'Irakienne Madiha Omar, dont vous voyez une œuvre ici, femme de diplomate résidant à Washington, aurait commencé à peindre des toiles hurufi en 1946.
En 1949, elle expose à Washington, à la Corcoran Gallery, et rédige un manifeste sur l'emploi des lettres arabes, reproduit dans l'ouvrage de Darir, qui est intitulé « La calligraphie arabe, une source d'inspiration dans l'art abstrait ». Alors, en effet, Omar s'était intéressé à la calligraphie islamique, dont le caractère abstrait lui était apparu évident. Cependant, son intuition était qu'il ne fallait pas rester dans les schémas classiques, mais les réinterpréter dans un sens moderne. Dans ce manifeste, elle affirmait que dans le passé, la représentation étant interdite en islam, cela avait conduit à l'utilisation d'autres éléments, comme les formes géométriques et la calligraphie. Je ne reviens pas sur ce point, mais c'est ce qu'elle dit dans son manifeste. L'art arabe, terme qu'elle utilise ici pour dire art islamique, était conforme à l'esprit de l'époque, dit-elle. Cependant, elle trouve qu'il faut libérer cet art des formes figées dans lesquelles il s'exprime et l'adapter au mouvement et à l'agitation qui caractérisent notre époque. Pour Omar, et c'est là que le point est intéressant, chaque lettre a sa personnalité qu'il faut lui redonner dans le contexte d'une œuvre artistique. Ayant considéré cela, elle fait, je cite, des lettres arabes une base pour ses compositions abstraites. C'est ça le point crucial, en travaillant à les transformer de formes superficielles simples en images en mouvement exprimant une pensée. Fin de la citation. C'est ainsi que Madiha Omar jette les bases d'une pensée hurufi. Donc il ne s'agit pas de renouer avec la calligraphie islamique, qui était un genre avec des règles bien définies, etc., qui pourtant l'avait inspiré, mais de créer du neuf, de l'abstrait, à partir de transformations de lettres arabes. Alors je ne sais pas combien parmi vous lisent l'arabe ici, enfin, mais même ceux qui le lisent. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Peut-être que c'est intéressant de vous dire qu'est-ce qui pourrait être des lettres arabes, mais si vous voulez, vous avez là une forme qui reprend peut-être, enfin je regarde moi qui connais l'arabe, pourrait peut-être représenter la lettre Ain, mais c'est pas dit. Et puis il y a les points qui servent à différencier les différentes lettres de l'alphabet. Et puis les autres, ça pourrait être un Noun peut-être. Là aussi, enfin, vous avez des formes. Mais on n'est pas, justement, ce qui est intéressant, elle ne reproduit pas des lettres. Il n'y a aucune lettre là qui est reconnaissable en tant que telle. On peut deviner des lettres, mais il ne s'agit pas de ça. C'est d'utiliser, justement, les formes des lettres arabes comme des éléments d'une composition abstraite. Je crois que c'est ça. Et elle dit aussi, enfin c'est Darir qui la cite, qu'elle aurait discuté avec l'historien de l'art islamique Richard Ettinghausen, qui lui aurait conseillé de poursuivre dans cette voie car personne n'y avait pensé auparavant. À la même époque, un autre Irakien, Jamil Hammoudi, découvre, je dirais entre guillemets, la lettre arabe à Paris, où il se rend en 1947. Alors pour l'instant, je vous donne des informations, je reviendrai sur certains points qui me paraissent quand même intéressants. Donc il se rend à Paris en 1947 et il s'y sent un peu perdu dans une culture qui n'est pas la sienne, alors qu'il participe néanmoins, alors c'est lui qui dit ça, hein, dans un des rares ouvrages qui lui sont consacrés, écrit par Paul Balta il y a quelques années, dans les années 80. Alors qu'il participe à la vie artistique de la capitale, notamment en exposant au Salon des réalités nouvelles entre 1949 et 1953. Donc il avait des contacts ici. Plus tôt encore, et ça c'est un point intéressant, alors pour les circulations, c'est aussi une piste très difficile, mais qu'on peut explorer à travers les écrits et les déclarations des artistes. À Bagdad, Hammoudi avait été impressionné par les miniatures d'Al-Wasiti, on retombe toujours sur lui. Et comment il les avait découvertes, non pas dans un musée ou autrement, mais chez un bouquiniste, dans un vieux numéro de la revue L'Illustration. Et je trouve cet exemple, non, mais il est très intéressant parce que dans les circulations, là, il y a pour moi un élément
qu'il est très difficile de déterminer, mais je pense que beaucoup d'artistes arabes qui regardaient tout, qui exploraient tout, ont pu trouver des références et des choses parfois dans des pays où il y avait à l'époque, dans les années 40, donc il part à Paris en 47, donc c'était avant, il y avait quelques rares expositions, il y avait le musée irakien, donc le musée archéologique, mais il n'y avait pas vraiment des endroits où on pouvait voir des créations artistiques. Et donc, on regardait, les gens cherchaient partout. Et donc, c'est souvent par les revues, à mon sens, que des choses ont été acquises et aussi des connaissances sur des mouvements artistiques et des choses comme ça, à une époque où il n'y avait pas Internet. Bon, aujourd'hui, c'est par Internet, c'est sûr. Donc voilà, mais c'est important, les choses circulaient quand même. Et il est frappé par la pureté des lignes et les aplats qui sont, je vous montrerai après une œuvre de Alouard, c'était quand même. Cependant, à l'époque, il était plutôt influencé par André Breton et il aspirait à créer une forme de surréalisme empreint des valeurs de la Mésopotamie. Il fait ses premières compositions dans lesquelles il se réfère à l'écriture arabe en 1945, dit-il. Ça, c'est une œuvre de 49 qui serait inspirée par l'idée des lettres arabes. Là, de nouveau, on n'en voit pas. De nouveau, on voit plutôt des formes qui peuvent peut-être rappeler des lettres arabes. Donc, ce n'est pas des écritures. En revanche, plus tard, là, oui, effectivement, il réalise des œuvres où on peut lire des phrases. Par exemple, celui à gauche, vous pouvez lire, si vous lisez l'arabe, vous pouvez lire la phrase « La nationalisation du pétrole libère les peuples ». C'est un tableau qui rappelle la nationalisation du pétrole par Saddam Hussein en 1972. Donc voilà, mais à l'origine, c'était pas ça, c'était plutôt autre chose. Et Jamil Hammoud, il fait sa première exposition Houroufi à Bagdad en 1965 à la galerie qui s'appelle la galerie Al-Wasiti, encore une fois. Une autre expérience d'un tout autre genre, je dirais précoce, et celle de la libanaise était l'Adnan, à laquelle l'Institut du monde arabe avait consacré une exposition en 2016. Alors, pour comprendre l'évolution d'Adnan, il est important de regarder sa biographie. Elle est toujours vivante. Elle est fille d'une mère grecque de Smyrne et d'un père arabe de Damas, officier ottoman, qui se parlait en turc ottoman. Née à Beyrouth, Etel Adnan est envoyée dans une école de sœurs françaises où l'arabe est interdit. Donc son éducation se fait en français, alors qu'à la maison, il parle un mélange de turc, grec, etc. C'est son père qui un jour lui enjoint d'apprendre l'arabe et il essaye de lui enseigner la langue en lui faisant recopier les leçons d'une vieille grammaire arabo-turque qu'il avait à la maison, qui datait de son époque où il avait fait l'école d'officier. Adnan recopiait sans comprendre. C'était donc pour elle comme dessiner. Et je la cite, « Je crois que j'aimais ce fait d'écrire des choses que je ne comprenais pas. Beaucoup plus tard, et pour d'autres raisons, j'ai fini par faire pratiquement la même chose. » Fin de la citation. Au début des années 50, Adnan part à Paris où elle étudie la philosophie à la Sorbonne et écrit des poèmes en français. En 1955, elle se rend aux États-Unis, à New York, puis à Berkeley. C'était, dit-elle, et je cite, un bouleversement complet de la façon de penser, une espèce de tremblement de terre. Changer de la Sorbonne à Berkeley en 1955, c'était comme changer de planète. Fin de citation. Elle continue à écrire des poèmes, mais adopte l'anglais, que la guerre d'Algérie lui fait préférer au français. Ensuite, elle commence à fréquenter le département d'art et c'est là qu'elle comprend, en 1960, qu'elle peut résoudre son problème linguistique en adoptant le langage visuel. Je la cite, « Je n'avais plus besoin d'écrire en français, j'allais peindre en arabe ». Je trouve cette phrase magnifique. Et c'est à partir de ce moment qu'Adnan commence à produire les œuvres pour lesquelles elle est connue, ces cahiers, appelés souvent cahiers japonais parce qu'ils sont faits sur papier japonais, ou alors leporello parce qu'ils ont la forme d'un cahier à leporello, sur lesquels elle peint des mots, des phrases, mais surtout des vers de poèmes arabes, quoique, comme vous voyez à gauche, elle est également illustrée de cette manière des poèmes en anglais. Et c'est là que la manière dont elle a appris l'arabe est importante pour comprendre sa démarche. En effet, son éducation scolaire s'étant faite en français, elle apprend l'arabe sous forme visuelle, comme un ensemble de signes qu'elle recopie.
Écrire des poèmes arabes sur papier équivaut donc à tracer des formes, des signes, plus que des lettres. D'ailleurs, de nouveau je m'adresse à ceux qui lisent l'arabe, son trait d'écriture reste enfantin, n'est pas celui d'un adulte dont l'arabe est la langue de culture. On n'écrit pas comme ça. Et ça, c'est pas voulu, c'est parce qu'elle écrit comme ça, parce qu'elle a pris ça plus tard. Et ça, c'est le cas aussi des arabisants. Très souvent, on n'arrive pas à dépasser ce stade-là. Et la langue de son expression écrite est restée majoritairement l'anglais. La démarche d'Adnan peut donc être rapprochée, quoique pour des raisons différentes, de celle de Omar. Écrire en arabe équivaut à produire des formes plus qu'à tracer des lettres de l'alphabet. En outre, en dessinant des poèmes, Adnan parvient à joindre ces deux activités créatrices, c'est-à-dire l'écriture poétique et l'expression visuelle. Alors, d'autres artistes se sont également essayés aux lettres arabes. Il y a eu au Soudan des artistes comme Ousmane Waqiallah, Ahmad Shibrain, Ibrahim al-Salahi, ou au Liban encore Saïd Aql et Wajih Nahle. C'est dans ce contexte qu'un groupe d'artistes irakiens, dont font partie Shakir Hassan, Jamil Hammoudi, Rafi al-Nasiri et Dia Azawi, pour en citer que les plus célèbres, font en 1971 une exposition sous le titre Al-Bu'd al-Wahid, une seule dimension, traduit en anglais dans l'affiche de l'exposition avec The First Dimension, dont le sous-titre dit « L'art s'inspire de la lettre » et le groupe publie un manifeste. Il ne fait que 3 expositions en tout, mais le mouvement trouve un écho dans l'ensemble des pays arabes, donnant naissance à la seule tendance artistique pan-arabe. S'il y a donc une forme spécifique, je dirais, de modernité arabe, c'est bien par la hurufiyya qu'elle s'exprime. Et il y a d'autres activités autour de cela. En 1974, Shakir Hassan lui-même fonde la Ligue des Hurufiyoun arabes. En 1973, déjà, un artiste palestinien avait également créé un groupe qui avait le même nom que celui de Bagdad. Et en 1980, il signe avec le Tunisien Najah Mahdawi, enfin Shakir Hassan toujours, le manifeste pour une esthétique du signe. Mais au-delà de ces initiatives spécifiques, nombreux sont les artistes qui ont recours à la lettre arabe pour créer une abstraction culturellement connotée durant les années 1970 et 80 essentiellement. Après cette date, je dirais que le mouvement s'essouffle, même s'il y a toujours des artistes qui le pratiquent, et cela s'explique par le passage, je dirais, pour reprendre la terminologie de Nathalie Heinig, au paradigme de l'art contemporain. Et donc, mais je vous montre là quelques exemples. Alors ici, vous avez un tableau de Dia al-Azawi qui n'est pas uniquement un huruf, il a fait beaucoup d'autres choses. Il avait une formation d'archéologue. Puis si vous avez été à Doha, vous avez vu la rétrospective qui lui était consacrée. Mais là, vous voyez, alors lui, il utilise aussi des formes, des choses qui sont plus ou moins reconnaissables comme des lettres, mais qui ne le sont peut-être pas nécessairement. Mais il n'y a pas des mots qui seraient parfois, rarement, on trouve des mots inscrits sur le tableau. Là, de nouveau, c'est un artiste qui est pluriel, je dirais aussi, Hossein Mahdi, qui a étudié en Italie, il a vécu longtemps en Italie, et lui, son idée, c'est de s'inspirer de l'essence de l'art islamique, mais sans faire de l'art islamique au sens propre. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a produit aussi une série de gravures, et puis aussi il en a fait des tableaux qui s'appellent l'alphabet arabe. Là, on voit aussi un peu cette idée de Madiha Omar, que chaque lettre a une sorte de personnalité. Autre exemple, un Palestinien, Kamal Boulata. Ici, vous voyez, il s'agit aussi d'utiliser les lettres arabes. Alors lui, il écrit des phrases qui sont reconnaissables. Alors évidemment, je vous ai mis cet exemple d'un panneau mural sur une mosquée du Caire. Évidemment, il s'inspire très fortement de cela, mais il s'inspire également, il le dit, d'artistes comme Vasarely de Lopart. Donc il est vraiment là-dedans. Cela pour vous montrer un peu la diversité des expériences. Maintenant, quels étaient les principes qui étaient énoncés dans le manifeste du groupe Une seule dimension? Alors, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est qu'il ne s'agissait
pas du tout de résumer la pratique de la calligraphie islamique. Encore une fois, ce n'est pas dans les idées de l'époque. Et je souligne ces choses parce que comme il y a aujourd'hui cette tendance à vouloir appeler tout ce qui se fait dans les pays d'islam, si on veut les appeler comme ça, comme art islamique contemporain, je pense qu'il est important de voir que les artistes dans la période de la modernité étaient en totale rupture avec l'art islamique, et ce n'était pas ça. C'était peut-être une référence, mais ce n'était pas du tout, il ne s'agissait pas de faire de la calligraphie. Et d'ailleurs, le manifeste utilise le mot khat, qui effectivement veut dire en arabe calligraphie, mais il est employé dans le texte dans le sens de traits et de lignes, et il joue là-dessus, évidemment. Et il l'utilise pour souligner le caractère unidimensionnel et abstrait de l'art hurufi. Il parle aussi, justement, le manifeste ne parle pas de calligraphie, il parle de l'art de l'écriture, et ceux qui pratiquent l'art hurufi se considèrent des peintres au sens moderne du terme et non pas de calligraphes. Mais le point central est sans doute la valeur qui est donnée dans le manifeste à la lettre arabe. Et là, je cite aussi un petit paragraphe. La lettre arabe, dit le manifeste, ou la lettre en général, marque l'importance que l'art contemporain accorde au contenu artistique en tant que valeur, en tant que reflet d'un certain concept philosophique, et non seulement en tant qu'habileté technique. De par sa double essence de forme et de contenu, la lettre est valeur. Ainsi, la participation à l'exposition Une seule dimension ouvre la voie à une évaluation préalable des formes et motifs artistiques, non pas en tant qu'habileté technique, mais en tant que prise de conscience. Fin de la citation. Alors, ce dernier point, et c'est là que j'en arrive à Shakir Hassan, est central dans la pensée du fondateur du groupe, Shakir Hassan al-Saïd, sur lequel, justement, je vais revenir maintenant. Très peu de choses ont été écrites sur lui, et comme le relève aussi Rose Issa dans son ouvrage que j'ai mentionné tout à l'heure, Signs of Our Time, aucune monographie n'a été consacrée à cet artiste qui est quand même central dans la modernité arabe. Il y a cependant en 2010 un chercheur tunisien, Nizar Chakroun, qui a consacré un ouvrage en arabe à l'œuvre théorique de Shakir Hassan al-Saïd, mais sa biographie prend 6 pages dans cet ouvrage. Ça montre la difficulté d'avoir des informations à ce sujet. Et il y a une partie d'un chapitre dans l'ouvrage de Nada Chabout, Modern Arab Art, paru en 2007, qui est consacré, là de nouveau, à l'œuvre et non pas à la biographie de Shakir Hassan. Alors, Shakir Hassan est né à Samawa, dans le sud de l'Irak, en 1925. Il obtient d'abord un diplôme de l'école d'instituteur et puis un diplôme de l'Institut des Beaux-Arts de Bagdad en 1954. Et là, les problèmes commencent parce que selon la plupart des sources imprimées, il aurait ensuite étudié à l'École nationale des beaux-arts à Paris de 1955 à 1959. Mais d'autres sources nous disent qu'il a été à l'École des arts décoratifs et qu'il serait revenu en Irak en 1961. Donc je pense que là, effectivement, une vérification dans les archives de ces écoles serait une chose utile. Ensuite, il a enseigné à l'Académie irakienne des Beaux-Arts et a été en charge du département d'études esthétiques au ministère de la Culture et de l'Information. En 1992, il avait séjourné à la Darat al-Funun à Amman. Il est l'auteur, et c'est ça qui le rend vraiment intéressant, il est l'auteur de très nombreux ouvrages, dont une histoire de l'art irakien moderne très bien documentée, en 2 volumes que vous avez ici. Un ouvrage consacré à Jawad Selim, le fondateur de l'art irakien, ainsi que de nombreux écrits théoriques sur l'art. Il est décédé en 2004 à Bagdad. Alors, Shakir Hassan al-Saïd faisait partie donc de ce groupe, du premier groupe d'artistes modernistes en Irak qui avait théorisé la manière de faire leur recherche plastique, donc le groupe de Bagdad pour l'art moderne. On trouve dans ce manifeste les 2 éléments clés de la pensée de Shakir Hassan, c'est d'ailleurs lui qui aurait écrit le manifeste, adoption totale de la modernité, symbolisée, comme je l'ai déjà dit, par l'importance accordée à Picasso, et volonté de puiser dans les sources de la culture irakienne, ce qui est symbolisé par Al-Wasiti. Alors je vous montre quelques œuvres de cette première période de Shakir Hassan. Voilà. Mais
Sa pensée va évoluer et un passage essentiel dans sa carrière artistique est la découverte du soufisme. Colin Wilson Goldie, dans un article publié en 2005, va jusqu'à affirmer qu'à une époque où la plupart des artistes de la région visaient à exprimer un caractère national ou une résistance anticoloniale dans leurs œuvres, Shakir Hassan s'est intéressé à l'islam, bien sûr, soufi. C'est ce qui s'exprime dans un autre manifeste qu'il a écrit, qui s'appelle le Manifeste contemplatif, et qu'il publie en 1966, donc avant le manifeste Une seule dimension, dans la revue, dans le quotidien irakien Al-Jumhuriyya. Pour Shakir Hassan, l'art contemplatif doit permettre à l'artiste de dépasser l'individualisme qui caractérise l'art moderne et lui permettre de faire apparaître la vérité. Il compare le travail artistique à un rituel religieux et considère que l'art est une forme de dévotion. Si la contemplation est passive, dit-il, elle peut, pour l'artiste qui saisit à travers elle la grandeur de l'univers, acquérir un aspect partiellement actif. En s'anéantissant devant la beauté et la majesté de l'univers, l'artiste devient part de l'univers lui-même. L'art contemplatif sera donc une tentative d'atteindre une sorte d'existence véritable. L'esthétique de la contemplation se base, selon Shakir Hassan, sur deux principes. Premièrement, l'œuvre d'art contemplative est une description du monde et une explication de la relation de ce qu'il y a entre le sujet, c'est-à-dire l'artiste, et l'objet, c'est-à-dire le travail artistique. Il s'agit d'une description qui ne peut s'accomplir qu'en prenant le sens d'une ascension. Et ici, il y aurait toute une discussion sur le vocabulaire, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise le terme de miraj. Et le miraj, c'est le terme qui définit dans la tradition soufie musulmane, enfin en général musulmane, mais surtout chez les soufis, a une grande importance parce que ce terme définit l'ascension au ciel du prophète qu'il aurait faite à un moment de sa vie. Et en plus, ce terme, ce mirage, cette ascension du prophète est souvent illustré dans les miniatures. Alors je ne sais pas s'il y a aussi cette volonté-là éventuellement, mais c'est intéressant le vocabulaire qu'il utilise. Et donc pour lui, il s'agit d'un mouvement montant, et là il utilise un autre terme arabe qui est beaucoup plus courant, qui va du subjectif à l'objectif et de l'objectif au global et à l'universel. Et à travers cela, l'artiste parviendra à faire apparaître le sens caché par le sens apparent de son œuvre. Donc, et là on est vraiment dans la thématique soufie du sens caché et du sens apparent. Autre chose qui nous intéresse ici, l'œuvre d'art contemplative est la réfutation de la mimésis et les créativités pures qui tend vers une forme sans forme et une abstraction non abstraite. Ça, c'est lui qui l'écrit de cette manière-là. L'art est unité, et là, de nouveau, il utilise un terme qui est beaucoup utilisé dans la pratique sufi, qui est celui de tawhid. Donc, l'art est unité avec le créateur qui se crée par la forme artistique, et cette forme se concrétise par la sincérité dans l'œuvre. Dans ce manifeste, Shakir Hassan appelle le public et les artistes à prendre conscience de l'art en tant que forme de contemplation et non pas de création au sens moderne du terme. C'est par ce seul moyen, dit-il, que nous parviendrons à réaliser notre vraie humanité. Et je vous montre, effectivement, on voit aussi dans cette période, il y a une évolution dans la recherche plastique de l'artiste. Vous voyez que par rapport à cet art qui est très figuratif, et placatif peut-être presque, il y a autre chose qui se développe dans ces années où il écrit le manifeste contemplatif. On peut voir un prélude à certains thèmes traités dans le manifeste contemplatif dans une publication issue d'une conférence que Shakir Hassan avait faite à Bagdad en 1964 au musée d'art moderne sur les spécificités artistiques et sociologiques des peintures de Yahya al-Wasiti que nous avons déjà mentionnées à plusieurs reprises. Et là, je vais vous montrer une œuvre de Yahya al-Wasiti tirée justement de ce manuscrit qui s'appelle les Maqamat d'Al-Hariri. Alors, il est disponible sur Gallica, donc si vous voulez avoir plus une idée de
ce qu'il représente, vous pouvez y aller. Alors, dans cet écrit, alors vraiment, vous voyez à quel point ce Wasiti devient une figure centrale dans la pensée moderniste irakienne. Dans cet écrit, Shakir Hassan développait une analyse des différents moyens de rendre sur la surface bidimensionnelle de la peinture la tridimensionnalité et expliquait que chez Al-Wasiti, il n'y avait pas la volonté de rendre la réalité telle qu'elle était, mais de représenter sur une feuille l'univers spécifique de l'art. Pour Shakir Hassan, l'absence d'une perspective linéaire et d'une représentation mimétique de la réalité ne découlait pas d'une incapacité de l'artiste, comme cela avait été souvent vu, mais d'un choix délibéré, et il dit, je le cite, chez Al-Wasiti, l'aplanissement de cette difficulté dépend de son habileté dans l'utilisation de la couleur et de la lumière comme instrument de base de soumission au monde artistique, et non pas comme instrument illustrant la transposition des caractéristiques du monde réel, comme c'est le fait à travers la perspective linéaire. Le manifeste contemplatif ainsi que ses considérations autour d'Al-Wasiti sont essentielles et permettent de comprendre l'évolution ultérieure de la pensée artistique de Shakir Hassan qui se concrétisera dans la théorisation de l'usage de la lettre arabe. Ce qui est important, c'est que Shakir Hassan prône une prise de distance par rapport à l'art en tant que représentation, qu'elle soit figurative ou abstraite, pour appeler à créer d'une manière qui permette de faire ressortir ce qu'il appelle la vérité de l'univers. Et qu'il fait cela en se basant sur une tradition soufie. Donc on sent dans sa pensée l'influence du soufisme, et il est également important, je pense, de signaler que Shakir Hassan, par ses réflexions ultérieures, prend distance du mouvement qu'il a lui-même contribué à fonder avec Jawad Selim, soit le type d'art prôné par le groupe de Bagdad pour l'art moderne. Et donc la théorisation de la Hurufiyya ne sera finalement que l'aboutissement de tout ce tournant, et je vous montre quelques œuvres plus Hurufi de Shakir Hassan. Alors lui, il conçoit la Hurufi encore d'une autre manière, c'est-à-dire il représente sur des toiles, ce sont des toiles, des murs de Bagdad avec des mots gribouillés. Alors ces mots peuvent être d'ordre très différent, parfois on peut lire des mots, parfois pas, et il y a toujours une certaine ambiguïté quant à ce que ces mots pourraient vouloir dire. Alors, il serait cependant erroné de croire que ces réflexions ont été prioritaires pour l'ensemble des artistes Hurufi. Très souvent, les explorations de ceux-ci sont d'ordre plutôt formel que théorique. C'est d'ailleurs une des critiques que certains formulent à l'égard de ce mouvement Hurufi. C'est le cas notamment du critique irakien Adel Kamil qui mettait en garde en 1980 contre une surestimation de ce procédé. Reprendre les formes artistiques du passé et les reproduire avec des moyens modernes consistait pour lui à les vider de leur sens primaire, religieux, mystique, de leur signification profonde. Le simple fait de faire revivre les signes de l'art du passé n'en faisait pas revivre, selon lui, le contenu spirituel. Alors, à mon sens, il ne le dit pas directement, mais une allusion très claire à la conception de l'art formulée par Shakir Hassan. L'Algérien Mohamed Khadda formulait une critique encore plus incisive de la Hurufiyya en 1972. Il disait « Actuellement, les simèzes regorgent de peintures calligraphiques. Utilisation le plus souvent abusive de la lettre arabe pour ses seules vertus décoratives qui nous semble un phénomène inquiétant et une tendance régressive tant certains peintres systématisent et schématisent les recherches des précurseurs. Pour lui, les peintres qui font recours se font piéger par le regard de l'autre, c'est lui qui le dit, et deviennent les victimes d'un nouvel exotisme. » Autre critique formulée à l'égard de la Hurufiyya, ce qui viendra à être considéré comme le mouvement artistique arabe, et je vous ai dit aussi que c'est la seule tendance artistique pan-arabe, ne serait finalement qu'une pâle copie d'une initiative iranienne. En effet, dans une conférence donnée à Istanbul en avril 1983,
Charles Hossein Zenderoudi aurait affirmé avoir été le premier, avec le groupe Sakakhaneh, en Iran, avoir utilisé les lettres de l'alphabet arabe, je ne vais pas dire les lettres arabes parce qu'il s'agit d'Iraniens, dans ses compositions et avoir ainsi influencé les artistes arabes. En effet, c'est le critique d'art, journaliste et enseignant à l'école d'art décoratif de Téhéran, Karim Emami, qui utilise le premier le terme de Sakakhaneh, qui désigne une fontaine publique, pour décrire les travaux d'artistes ayant recours non pas à la calligraphie, mais à l'iconographie populaire chiite. Et donc ces fontaines sont des fontaines populaires et reliées aussi à des pratiques religieuses. Donc ce groupe, un peu comme justement les groupes qu'on voit à la même époque dans le monde arabe, veut aussi créer une modernité qui se réfère à des traditions iraniennes. Et sont issus de ce groupe des artistes comme Parviz Tanavoli, dont les œuvres atteignent maintenant une valeur importante. Donc ils sculptent des formes calligraphiques. Et puis, un autre exemple, mais je pourrais vous donner d'autres ici. Alors, Imami considère que c'est l'exposition de tableaux comportant des éléments calligraphiques et des arabesques de Zenderoudi à la 3e Biennale de Téhéran en 1962 qui marque le début du mouvement. Donc, la date serait quand même postérieure aux expériences de Madiha Umar ou de Jamil Hammoudi. Cependant, on pourrait effectivement considérer que Shakir Hassan était dans sa phase de recherche d'un art non figuratif. Et là, on ne sait pas, est-ce qu'il a pu voir, il n'a pas pu voir, c'est une vraie question. Charbel Daher, donc j'ai déjà cité, qui a écrit à côté de cet ouvrage sur la Houroufia plusieurs études en arabe sur l'art et l'esthétique, discute longuement de la question de la paternité de la Houroufia. Pour lui, les Soudanais de l'école de Khartoum n'avaient pas réellement fait de la lettre un élément de leur composition. La nouveauté de leur travail se situait plutôt dans ce qu'ils faisaient de la peinture à l'huile en utilisant des éléments de la calligraphie arabe. Daher conteste également à Hossein Zenderoudi la primauté dans la pratique de la Houroufia. Il souligne que d'autres artistes iraniens avant lui avaient utilisé l'écriture dans leur art et considère que la notoriété de Zenderoudi dérive du fait qu'il s'était installé à Paris en 1961 et il s'y était fait un nom. Pour Daher, Madiha Umar est sinon la première à avoir pratiqué la Houroufia, puisque les expériences de Hammoudi sont tout aussi anciennes. Elle est la première à l'avoir pensée, c'est-à-dire à avoir fait de la lettre arabe un élément de la composition artistique. Cependant, il y a un problème à cette argumentation de Daher. Donc, Daher, dans son ouvrage, maintenant traduit en anglais, donne ce manifeste que Madiha Umar aurait écrit en 1949. Cependant, Rose Issa, que j'ai déjà nommé, affirme qu'il n'existe aucune trace du document original. Alors, ça, c'est une chose également à vérifier. Il faudrait voir d'où Daher le tire, etc. Mais voilà. Mais si nous croyons Daher et que Madiha Umar a été la première à pratiquer la Houroufia de manière conséquente et à lui donner une assise théorique concrète, allant au-delà de la simple exploration, il faut aussi dire que son exemple est resté, du moins à l'époque, sans émule. Peut-être aussi parce qu'elle exposait dans des endroits comme des clubs féminins et d'autres petites salles. Alors là, on pourrait se poser une question du genre, de l'importance du genre dans ce genre de choses. Donc, elle n'a pas eu de disciples à ce moment-là. Et alors, que faire de l'affirmation de Zenderoudi, surtout par rapport, par exemple, à Shakir Hassan? Il n'est pas possible d'exclure que Shakir Hassan ait pu voir des œuvres de Zenderoudi. Cependant, le fait que plusieurs artistes à des endroits différents aient fait des essais avec les lettres de l'alphabet arabe à peu près à la même époque indique que cela correspondait à des recherches qui ont marqué cette période. Daher souligne aussi que les nombreux artistes arabes qui ont appartenu à la première génération des Houroufi ignoraient les uns ce qui faisaient les autres, ce qui confirmerait l'originalité de leurs recherches. Mais il y a d'autres pistes qui me paraissent intéressantes. Alors tout d'abord, il faut mentionner ici que Paul Klee est souvent cité
comme un exemple par le fait qu'il a utilisé effectivement des signes des lettres, des signes de l'écriture arabe, et il est cité dans des ouvrages écrits aussi bien en arabe que des ouvrages écrits sur les artistes iraniens. Une autre source d'inspiration, et là j'en reviens à Jamil Hammoudi qui arrive à Paris en 1947, pourrait avoir été, notamment, mais peut-être aussi à Zenderoudi, pourrait avoir été, et là je pense que c'est une chose qui serait vraiment intéressante d'explorer, les lettristes autour d'Isidore Isou, qui arrive à Paris en 1945. Et c'est à partir de cette époque, alors Hammoudi, et d'ailleurs Hammoudi s'intéresse aussi au surréalisme, il expose aux réalités nouvelles, et donc on pourrait, et là ça serait intéressant de voir, de faire un peu le travail que fait Béatrice Joyeux-Prunel, de voir où ils ont exposé, est-ce qu'il y a des croisements possibles, parce que je pense que là c'est une piste très fructueuse, parce que je me dis qu'il n'est pas exclu que le fait d'utiliser la lettre dans une œuvre d'art, même si les considérations des lettristes, Isou, etc., partaient d'autres considérations et sont allées dans des sens multiples et très différents, mais je me dis que le fait d'utiliser la lettre dans une œuvre d'art ait pu être inspirant pour certains artistes moyen-orientaux et les conduire à réfléchir à l'usage de la lettre arabe dans leur propre composition. Enfin, ça, ce sont des choses, à mon avis, assez plausibles. Cependant, la question de la primauté me paraît finalement secondaire. Ce qui paraît plus relevant, dans le sens d'une exploration de la modernité dans le monde arabe, me paraissent être les réflexions qui accompagnent ces expériences artistiques, qui visent à repenser le patrimoine artistique et culturel afin d'y trouver des ressources pour fonder une modernité qui y puiserait. C'est pour ça que j'ai voulu brièvement esquisser une partie de la pensée de Shakir Hassan al-Saïd. Cependant, en l'état actuel de la recherche, il n'est pas possible de donner des réponses aux questions qui se posent en étudiant son œuvre, peinte et écrite, notamment en ce qui concerne les inspirations, les apports d'autres artistes et auteurs. Donc, je pense effectivement qu'une biographie documentée de cet artiste, théoricien et historien de l'art est devenue, d'une certaine manière, indispensable. Et peut-être pour faciliter les choses, parce qu'il y a un problème de source qui est réel avec les artistes arabes, dont ceux qui travaillent sur l'art en Occident ne prennent pas toujours la mesure, c'est où trouver les sources, parce qu'il n'y a pas d'archives. C'est très difficile de les localiser, pas seulement dû à la situation actuelle, mais aussi parce qu'elles n'existent peut-être plus, elles ne sont pas accessibles très souvent, etc. Et donc, on pourrait commencer, je pense, par exemple, par explorer ces années de séjour à l'étranger, notamment justement ces années parisiennes, et puis aussi les années qu'il a passées à Darat al-Funun, à Amman, qui est un endroit qui a effectivement des archives et des documents. Et je pense qu'un tel ouvrage aiderait à mieux faire comprendre une contribution essentielle à la modernité arabe. Merci. Merci infiniment de cette présentation riche. Je crois qu'il y a un certain nombre de questions que vous avez commencé à aborder de manière plus précise à la fin de votre présentation. Je crois qu'on peut donc en venir aux questions. Je vais laisser la parole à la salle d'abord, sinon j'en ai moi-même quelques-unes à poser. Peut-être, avant les questions, on va rappeler peut-être le principe que vous n'avez pas rappelé au début, c'est que ces séances de l'école des modernités, elles sont des séances qui sont données, comme vous le voyez, pour un tout petit groupe, qu'elles sont filmées, et qu'ensuite elles feront partie d'une collection, donc, et c'est ça qui fera école, nous l'espérons, ce qui sera une collection qui sera consultable sur notre site internet. Et donc elles permettent d'avoir un rapport direct avec le spécialiste qui est invité, par des questions que vous pouvez poser maintenant, et c'est bien qu'il y en ait, et par des questions que vous pouvez poser après, puisqu'on boira un verre et que ça permettra à ceux qui n'osent pas poser les questions devant tous les autres, ou qui ont envie de se poser des questions après d'ailleurs, de continuer la conversation. Tout le monde veut poser des questions en même temps. Mais sauf Hugo. Tout le monde est pressé
de boire ensemble, qui est toujours très agréable. Je me posais, alors voilà, la référence au lettré, j'y ai pensé assez spontanément, mais il y a quelque chose d'un petit peu gênant malgré tout là-dedans. C'est qu'effectivement, le passage à Paris, dans le quartier, en outre dans le quartier des Beaux-Arts, qui était aussi celui des galeries ou des activités des lettristes, rend la proximité entre les deux pratiques, disons, un petit peu plus perméable et interroge sur le lien qui a pu exister. Mais il garde tout de même une forme de parisianocentrisme qui peut être un petit peu gênant. Et je voudrais, au terme des travaux que vous menez, vous demandez la manière dont on peut dépasser cette référence systématique à l'Occident pour envisager non seulement, comme vous l'avez suggéré, les relations interrégionales, mais peut-être une forme d'autre source à la modernité que l'Occident. On comprend que le rapport à l'Occident a été essentiel. Édouard Saïd a montré à quel point l'orientalisme était une création de l'Occident qui avait eu un effet de retour aussi sur les pays du monde arabe, mais est-ce qu'on peut essayer peut-être d'interroger cet occidentalocentrisme et du coup de quelle manière est-ce que ça peut se faire? Alors, j'avais parlé de ça parce que vous m'aviez demandé de parler un peu de Paris et du rôle de Paris dans l'œuvre des artistes arabes. Maintenant, je pense qu'effectivement, il reste à faire une cartographie de la présence des artistes arabes à Paris. Et je pense que, pourquoi commencer par exemple par là? Parce que c'est plus facile à faire, parce qu'il y a des archives, on peut aller à l'école des Beaux-Arts, et il y a quelques doctorants, par exemple, qui ont été consulter les dossiers des artistes arabes à l'école des Beaux-Arts et dans différentes autres institutions parisiennes. Et là, c'est quelque chose qui manque totalement, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on est vraiment dans les tout débuts d'une écriture de l'histoire de l'art de la région. Mais l'autre sujet, alors je n'ai pas voulu en parler trop ici, mais pourquoi j'ai parlé des Iraniens? Parce qu'à mon avis, il y aurait, alors bon, au-delà de qui a été le premier et tout ça, ça c'est peut-être moins intéressant, mais on peut se demander quand même, par exemple entre pays voisins comme l'Iran et l'Irak, s'il n'y a pas eu des choses qui ont circulé. C'est pour ça que je mentionnais notamment Jamil Hammoudi qui trouve une reproduction dans une revue, et on peut très bien imaginer qu'en regardant une revue, on ait pu voir des expositions qui se faisaient à Téhéran. Et je pense par exemple à une revue très intéressante qui publiait des choses sur des artistes irakiens dans les années 50, par exemple cette revue Aramco World. Ça par exemple c'est une source, et là par exemple il y aurait tout un travail à faire. J'avais trouvé quelques articles de Jabra, Ibrahim Jabra, qui était aussi dans le groupe de Bagdad. Alors ça c'est une chose. Autre chose, c'est vraiment, alors il y a effectivement des artistes dont on sait qu'ils ont étudié par exemple au Caire, des Syriens par exemple qui ont été au Caire dans les années 50, etc. Effectivement, mais on est dans un domaine, je crois que c'est très difficile de s'imaginer quand on s'intéresse à l'art en Occident, à quel point on est vraiment encore dans quelque chose où il y a quelques recherches qui ont été faites, mais qui sont encore embryonnaires par rapport à l'étendue du champ. Alors il y a une autre chose, une autre piste très intéressante, parce que par exemple la connexion Iran-Irak, parce que dans le cadre des nationalismes, alors on parle du monde arabe, mais à mon sens il ne faudrait pas exclure, parce que déjà il y a des liens familiaux entre des gens des pays différents, même si les gens parlent des langues différentes, mais il y a des liens familiaux. Et il y avait, alors ça c'est quelque chose que j'ai découvert tout récemment, donc je n'ai pas pu suivre, mais il y avait une association qui financée d'ailleurs par la CIA, et qui s'appelait American Friends of the Middle East. Et il y a un livre qui est sorti là-dessus, malheureusement il ne parle pas des artistes, il parle juste, c'était un groupe de diplomates américains, vraiment de la catégorie des WASP, disons de la côte Est, dont un petit-fils de Roosevelt, qui plaidait dans les années 40-50 disons, donner une place plus importante au monde arabe dans la politique américaine au Moyen-Orient. Bon, on voit que le succès a été relatif, mais déjà à l'époque,
Mais ce qui était intéressant, c'est-à-dire qu'il faisait ça aussi en promouvant des actions culturelles. Et alors, ça, je l'ai trouvé dans un article qui est sur Internet, écrit par Sultan Al-Qasemi, donc le fondateur de la fondation Barjeel, qui soutenait que donc qui a dû aller voir, mais il ne donne pas ses sources exactes, parce que c'est un article de journal, qui a dû aller voir dans les archives de cette American Friends of the Middle East, et qui disait que des expositions, notamment de Jawad Selim, avaient été financées par cette association, et qu'elles avaient circulé entre les pays du Moyen-Orient. Et pour moi, ça, ce sont des pistes très intéressantes. Mais encore une fois, je vous dis, on commence à voir... Maintenant, il y a une grosse monographie de Mahmoud Saïd, un des premiers peintres égyptiens, qui vient d'être publiée, d'ailleurs sur initiative de Christie's, si je ne me trompe pas, chez Skira, en 2 gros volumes. C'est vraiment une monographie sérieuse, documentée, etc. C'est une des toutes premières. Il y a très très peu de choses. Donc on est vraiment dans un domaine où tout manque, où tout est... C'est ça, moi, chaque fois que je parle, j'essaye de susciter des vocations auprès des jeunes, parce qu'il y a, excusez-moi l'expression, il y a du boulot là. Moi je veux dire, qui n'est pas facile, parce qu'on n'a pas les archives. On parlait tout à l'heure du projet du Matraf, de faire des archives de l'art arabe moderne. Il semble que ça, pour l'instant, n'ait pas eu de suite. Et ailleurs, alors effectivement, le problème, c'est quand vous voulez vous documenter sur Shaki Hassan, vous ne pouvez pas aller dans un endroit où se trouveraient ses écrits. Alors il y avait ça. Alors lui-même, il avait fait son ouvrage sur l'art moderne en Irak, parce qu'à un certain moment, le gouvernement irakien, sous Saddam Hussein, avait constitué des archives des arts modernes à Bagdad. Et c'est pour ça que son ouvrage est intéressant, parce qu'il est vraiment documenté. Il donne des affiches de telle exposition, les textes de telle chose. C'est lui aussi qui a publié un ouvrage où il reprend les textes originaux des manifestes artistiques irakiens. Et donc, si vous voulez, tout ça, vraiment, on est devant quelque chose. Alors, les gens, par exemple, il y a une doctorante qui fait maintenant une thèse sur un autre grand artiste irakien qui s'appelle Hafiz Al-Douroubi. Elle peut faire ça parce qu'elle a trouvé des documents dans la famille. Alors, c'est comme ça, souvent, qu'on trouve des choses. Et par exemple, il y a une chercheuse qui travaille pas sur l'art, mais sur autre chose en Égypte, et qui a développé la thèse qu'il faut aller chercher dans les poubelles, pratiquement. C'est-à-dire dans les marchés aux puces, là où les gens jettent les choses. À tel point... Bon, en Égypte, il y a des archives, mais elles sont souvent difficiles d'accès, et puis tout n'est pas archivé. Donc, vous n'avez pas accès, vous n'avez pas de réponse, Enfin, c'est très compliqué. Puis dans d'autres pays, comme l'Irak, maintenant la Syrie, etc., les choses... Bon, maintenant, il y a la question de destruction, mais ce n'est pas seulement ça, il n'y avait pas cet intérêt. Ça, c'est, disons, un intérêt pour l'art arabe moderne, et c'est pour ça que maintenant, il y a une monographie sur Mahmoud Saïd, c'est parce que, du coup, il y a un marché. Alors, Sotheby's, Christie's, ils avaient besoin donc, de documenter. D'ailleurs, ils le disent. Et d'ailleurs, il y a un très intéressant article que je n'ai pas encore lu, je l'ai juste survolé, sur la question des faux. Donc, il y a plein de questions, parce que le fait qu'il n'y ait pas d'archives, qu'il n'y ait pas de documentation, fait aussi qu'il y a, par exemple, un marché de faux. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, il y a plein de pistes qui sont très intéressantes et qui... Alors après, il y a des choses qu'on peut peut-être plus facilement reconstruire. Par exemple, à partir des années 70, il y a des artistes irakiens qui vont enseigner dans le Golfe. Et là, il y a vraiment une transmission directe. Alors par exemple, les mouvements artistiques dans le Golfe commencent à travers cette présence d'artistes irakiens. Moi, personnellement, je n'ai pas étudié cela, mais là, je pense qu'on peut faire des recherches. Mais ça n'existe pas. Il n'y a pas. Même en arabe, il y a... Alors, il y a quelques ouvrages qui sont publiés, mais justement, je citais cet ouvrage de ce Tunisien qui a fait une étude sur l'œuvre théorique de Shaki Hassan Saïd. Pourquoi? Parce qu'on a accès, parce que ses écrits ont été publiés, donc on y a accès. Mais par exemple, justement, ça m'a quand même étonné que dans une étude qui doit faire... je pense 250-300 pages, il y ait 6 petites pages qui sont vraiment tirées, qui donnent des informations très générales sur cet auteur dont il va parler. Ce qui veut dire qu'il n'a pas eu accès à d'autres choses, vous voyez. Donc on est là vraiment dans quelque chose, et d'ailleurs j'ai plaidé aussi pour des doctorants, que des collègues qui avaient fait des thèses et qui avaient
disons, pris beaucoup de temps pour essayer de se constituer des archives et de les localiser, d'y accéder, d'essayer de les évaluer aussi. Parce que très souvent, pour des gens qui travaillent sur d'autres régions, cela paraît pas très intéressant. Mais quand on travaille sur le monde arabe, mais je pense que c'est peut-être vrai d'une certaine manière aussi de l'Iran, pour ce qui concerne les premiers artistes, on est vraiment devant 3000 questions pour écrire un petit paragraphe, vous voyez. Donc voilà, enfin je ne sais pas si je réponds. Je pense qu'il est tout à fait nécessaire, alors pour répondre à votre question, il est tout à fait nécessaire de s'occuper des circulations régionales. Alors il y a des choses qui se font, alors il y a par exemple au Liban, il y a quand même une scène muséale, enfin bon, il y a notamment le musée sur Soc qui fait du travail intéressant, et là pardon ? Par exemple sur le Liban, parmi cette constellation d'artistes que vous avez abordée, comment vous positionnez par exemple Salwa Chouquet? Parce qu'elle a été à Paris aussi oui. Elle était nouvelle, elle a travaillé avec la lettre aussi. Tout à fait, on aurait pu, oui, on aurait pu parler d'elle, mais enfin elle fait partie du mouvement. Je ne sais pas, oui et non peut-être, je ne sais pas si elle se cause. Alors elle a un ouvrage très intéressant où elle explique. Je ne sais pas si on peut la définir, parce que je pense que c'est un peu comme Hossein Mahdi, c'est-à-dire elle veut partir un peu de l'essence de l'art islamique, elle le transpose dans quelque chose d'autre. Et elle a un écrit là-dessus, sur comment elle s'inspire de cela. Et ça, par exemple, c'est une question que je me propose d'étudier un peu, c'est comment les artistes se positionnent par rapport à l'art islamique, mais pas pour faire de l'art islamique contemporain, mais pour en tirer quelque chose, pour comprendre quelque chose et pour en créer leur propre univers formel. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant. Mais là, on sort de ce problème des circulations. Mais ce que je voulais dire, c'est que comme on n'a même pas une histoire des choses qui se sont passées à un endroit, il y aurait aussi une magnifique thèse à faire, je ne sais pas, Bagdad, années 50. Là, par exemple, il y a eu aussi, avant, dans les années 40, des peintres polonais qui ont joué un rôle, qui ont influencé les artistes modernistes irakiens. Idem Damas, je ne sais pas, il y a plein de choses qui n'ont pas encore été faites. Donc, le problème, c'est là, c'est qu'il y a... oui, pardon, ma question, mais c'était simplement... Non, elle est très pertinente, votre question, mais... On comprend bien voilà, c'est une question de saluer le travail que vous avez mené, c'est-à-dire qu'il montre une direction qui invite à multiplier les angles d'attaque et surtout à faire ressortir les sources primaires qui manquent. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si on passe déjà à une forme plus informelle de dialogue. J'en aurais pour ma part encore d'autres, parce que en France c'est assez stimulant d'aborder ces questions. Si on prend le cas des académies que vous avez abordé, on sait qu'il y a un certain nombre d'Égyptiens notamment qui sont, pas seulement, mais qui sont passés par Paris, mais à Paris ils n'ont pas simplement rencontré les Français et les Parisiens, ils ont par là-même rencontré d'autres étrangers qui venaient dans ces mêmes académies, et ça donnera lieu à une autre forme de géographie qui ne passe pas simplement par le territoire, mais par les connexions qui sont nouées dans les lieux. Au-delà du fait que, pour des raisons autrement de pratique, il y a une dimension académique de l'enseignement, il y a, et donc peut-être aussi, il y a des pistes, je suppose, du côté des académies. Est-ce que vous auriez deux mots à nous en dire de cette question du passage par les académies? Alors Rome et Paris, je crois que c'est le principal. Rome, plus, disons, avant la Deuxième Guerre mondiale. Paris aussi après, mais parce que des gens comme justement Shakir Hassan ou Jamil Hammoud y passent dans les années 40-50. Après, il y a Londres aussi. Là, alors, il y a alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a, ça reste toujours très minoritaire, mais il y a de plus en plus de thèses qui se font sur ce sujet. Alors en général, les gens qui travaillent sur un artiste ou sur une période vont consulter par exemple les dossiers à l'académie. Je suis une de mes anciennes étudiants
étudiante qui avait été à Paris aux Beaux-Arts pour consulter les dossiers des artistes égyptiens. Alors là, évidemment, on pourrait croiser et voir... mais le problème, c'est qu'on a peu d'écrits aussi de ces artistes qui nous diraient « oui, j'ai rencontré tel et tel ». Alors, il y en a un qui a été exploité à fond parce que c'est un des rares qui a écrit des choses, c'est Mustapha Farroukh, le Libanais. Alors là, il a écrit quelque chose, c'est pas un journal, mais ce sont des carnets de notes que son fils a publiés. Et là, effectivement, je l'avais déjà exploité moi. Il y a aussi Kirsten Scheid qui a fait une thèse sur le Liban, qui est revenue, puis elle a été dans la famille, elle a été chercher, elle a cherché d'autres papiers et des choses. Alors, il y a peu de choses comme ça. Et puis, souvent, ça demande... alors, pour les académies, je pense qu'effectivement, peut-être que c'est un travail plus facile que de chercher, enfin, à Paris, qu'à Bagdad ou au Caire. Peut-être au Caire, ça peut encore aller. D'aller chercher et voir ce qu'ont fait ces étudiants. Et puis, par là, alors il y a beaucoup d'artistes qui se sont installés, par exemple, à Paris, dont les descendants sont encore ici. Alors là, il y a quelques personnes qui ont des fonds très intéressants. Alors c'est pour ça que je parlais aussi de Paris, non pas pour faire un parisocentrisme, qui n'est pas, je ne suis pas parisienne, donc vraiment, c'est pas... Non. Mais je pense que, parce que là aussi, c'est bien... Enfin... il y a du matériel qui n'est pas exploité. Et dès qu'on commence, par exemple, à voir... J'avais rencontré, par exemple, la fille de Shafiq Aboud, par exemple, qui a tout un... Alors elle, par exemple, elle a des archives privées dont elle aimerait bien que quelqu'un s'occupe, par exemple. Et... Je pense il y a quelqu'un qui travaille avec... Maintenant Fanny Drujon travaille avec elle. Ouais, moi je l'avais vue il y a un an et elle cherchait encore quelqu'un, alors peut-être qu'elle a trouvé. Non, parce qu'elle a fait un livre, mais elle voudrait quelque chose de plus, enfin qui serait plus de l'ordre de la thèse. Et comme elle, il y a beaucoup. Alors il y a les artistes arabes, il y a aussi les artistes turcs, mais c'est pour ça que, par exemple, cette question de la Houroufia, les Iraniens, les Arabes, je pense que, on voit généralement que dans l'exil, des gens qui viennent peut-être pas du même pays, mais qui peut-être ne se rencontreraient pas s'ils étaient restés chez eux, se rencontrent finalement, et peut-être que des artistes arabes, des artistes iraniens s'échangent à Paris plus facilement. Et là, effectivement, à mon avis, il y aurait un travail qui pourrait peut-être commencer par les points fixes qu'on a, par exemple les académies, parce que là on va chercher le dossier, et après construire, enfin il faut construire tout un réseau de ces artistes, les galeries, parce que souvent ils ont exposé dans des galeries, ou par exemple Jamil Hammoudi, alors justement les réalités, voilà, là il y a par exemple aussi certainement, alors peut-être des fois c'est très décevant ce qu'on trouve, parce qu'on trouve peut-être une mention, peut-être dans les anciens catalogues, d'ailleurs il n'y avait même pas de reproduction. Donc souvent on a ça aussi, par exemple. Je me souviens de la déception d'avoir trouvé un catalogue d'une exposition que j'avais cherché pendant longtemps, et après on n'a pas une œuvre qui est reproduite. Donc bon, on peut faire quelque chose, maintenant c'est plus facile, mais déjà il y a quelques années ça posait aussi un problème. Mais oui. Est-ce que je pourrais poser une question, parce que là, du coup, on parle toujours des sujets donc arabes. Et la question que je me pose, moi qui suis complètement ignorante donc, de cette culture, c'est finalement, est-ce qu'on est moins historien quand on travaille sur ces sujets et dans le sens justement de l'historicité spécifique qui caractériserait telle ou telle culture arabe, tel contexte social, tel contexte économique. Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, avec cet art contemporain islamique, on ne serait pas en train de recycler la même chose, c'est-à-dire une prétendue identité arabe qui finalement serait qui serait constituée juste par l'équivalence du marché, mais qui n'aurait pas justement cette caractérisation spécifique qu'on applique quand on travaille par exemple sur un sujet allemand, une avant-garde allemande ou une avant-garde américaine, etc. Donc c'est la question que je me pose. C'est-à-dire... Est-ce qu'on peut parler finalement, voilà, c'est-à-dire est-ce qu'on peut parler, c'est une question candide, mais en même temps un peu évidemment, comment dire, informée par ma
ma propre expérience historienne, c'est-à-dire dans quelle mesure est-il légitime de parler tout à la fois des peintres iraniens, irakiens, égyptiens, libanais, etc. Évidemment, je ne crois pas du tout à la réalité de l'identité nationale, mais en même temps, je sais que l'identité nationale est quelque chose qui crée la réalité, parce que tout simplement, les gens y croient. Donc, est-ce qu'on peut parler comme ça de l'arabe, ou bien est-ce qu'il ne faut pas commencer avec cet art qui, malgré tous les problèmes, est un art très peu connu. Donc, comme vous l'avez expliqué, les archives n'existent pas, Est-ce que finalement, il ne faut pas commencer, pour les traiter sur une base d'égalité avec l'art européen ou occidental de façon générale, commencer à préciser et parler des cas, des figures. Mais c'est pour ça que j'ai parlé de Shakir Hassan al-Saïd, parce que je pense qu'effectivement, ce qui manque, parce qu'on est vraiment dans un état vraiment embryonnaire dans l'étude de toutes ces choses-là, ce qui manque, à mon sens, sont vraiment des monographies sur les grands artistes du monde arabe, hein, si vous voulez. Après, sur la définition nationale, alors à l'époque dont j'ai parlé, il y a un discours autour de l'arabité de l'art. Hein. Et donc, c'est aussi de ce discours que j'ai parlé. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une déconstruction aussi de ce discours, mais c'est un discours qui est très, très présent. Et justement, toute cette notion de la hawfiyya, alors, une chose, à mon sens, il faut aussi distinguer. Alors, Shakir Hassan, à mon avis, il a une pensée qu'il faudrait encore explorer plus, parce que, bon, évidemment, il a... et donc qui a une certaine conséquence logique, hein, parce qu'il part vraiment de ces études mystiques, etc., pour aboutir à cette idée que l'art ne doit pas être représentatif, etc. Mais après, il y a beaucoup d'artistes, notamment dans ce mouvement de la hawfiyya, dont le but déclaré est de faire une abstraction qui soit arabe. Et c'est là aussi que viennent les critiques de certains, notamment Mohamed Khadda par exemple, parce que c'est une sorte de manière de... Enfin, si vous voulez, l'énoncé « je suis arabe » prévaut souvent sur une recherche artistique. Mais on ne peut pas le dire non plus de tous les artistes. Je veux dire, ça serait injuste aussi. Parce que je pense qu'il y en a qui essayent de faire quelque chose, parce qu'il y a aussi toute une discussion, qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas faire qu'une pâle imitation de l'art occidental. Parce que c'est la critique qui est faite notamment par les artistes de cette deuxième période par rapport à ceux de la première période. Si vous prenez les écrits des années 60 ou plus tardifs, on dit souvent que ces premiers artistes ne faisaient qu'une imitation de l'art européen, ce qui est inexact, parce qu'évidemment, il y a toute une réflexion quand même si parfois formellement on pourrait avoir cette impression. Mais par exemple, j'avais aussi discuté ailleurs le fait que, à mon sens, ces œuvres qui sont souvent lues comme étant des œuvres orientalistes vont en réalité bien au-delà de ce qui est une œuvre orientaliste, au sens, par exemple, décrit par Saïd, et au contraire, par exemple, ce que fait Mukhtar. Alors on peut trouver des œuvres européennes orientalistes qui correspondent tout à fait à des œuvres de Mukhtar, par exemple, d'un point de vue formel, mais alors au point de vue de ce que l'artiste veut signifier avec son œuvre, on est vraiment dans autre chose. Donc c'est une représentation de l'Égypte éternelle, etc. Bon, mais je pense qu'il faut donc distinguer. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, et cela manque. Il faut des études sur des artistes et les étudier dans leur parcours, dans leurs échanges, dans leur circulation, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. De l'autre côté, il y a un discours dont il faut aussi tenir compte, parce qu'il y a aussi une tendance que je trouve, alors même si on n'est pas d'accord avec ce discours, mais ce discours a existé et a été aussi très suivi à une époque, parce que ça correspondait à une certaine manière de voir les choses. Hein, donc voilà. Et je suis aussi, si vous voulez, j'insiste un peu là-dessus, parce que je pense qu'il est important de tenir compte des discours qui ont été faits dans le monde arabe, puisqu'on parle du monde arabe. Alors là, évidemment, on pourrait aussi dire, alors évidemment, je dis le monde arabe, évidemment, c'est aussi très vaste, et évidemment, il y a des différences entre le Liban, le Maroc, etc. Mais
le terme d'arabe est utilisé souvent par les acteurs. Donc on doit le prendre pour ce qu'il est. Et puis deuxièmement, je pense qu'il faut réintroduire, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'ils disent, si on n'est pas d'accord avec leur manière de voir les choses, même si on considère qu'ils n'ont pas une vraie formation d'historien de l'art, mais je pense qu'il faut réintroduire dans tout ce qu'on produit sur l'art de cette région, ce qu'on produit des gens dans la région elle-même. Et donc effectivement, ce type de discours revient, vous voyez, et donc on ne peut pas... Alors, il faut le déconstruire, bien sûr, et puis le resituer dans le contexte de l'époque qu'il a produit, etc. Mais je pense qu'il faut en rendre compte, parce que c'est difficile de parler de certaines œuvres. Alors, tout le monde n'est pas dans une mouvance nationaliste arabe, ça serait tout à fait faux. Mais, et d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que Shakir Hassan est intéressant, parce que lui, il n'est pas, en réalité, il n'est pas là-dedans. Il cherche autre chose. Bon, il essaye de faire quelque chose qui est enraciné, d'ailleurs, c'est une photo à Paris. Mais sans, disons, avoir ce discours, et il y en a qui ont un discours qui est quand même très lourd, disons, qui va dans ce sens. Mais c'est aussi une époque, hein. Je veux dire, on ne peut pas faire abstraction de ce que produisent intellectuellement, enfin, des époques qui sont marquées par des courants d'un type ou d'un autre, hein. Après, il y a toujours des gens qui voient les choses... Il y a des gens qui font... peut-être ce que je voulais dire aussi, et qui est aussi souvent négligé, c'est qu'il y a vraiment, que ce soit dans le domaine artistique, mais on pourrait l'élargir à d'autres, mais là, nous parlons de l'art, il y a des personnes qui essayent vraiment de faire un travail, je dirais, de relecture des sources de la culture arabe, islamique, ce que vous voulez, mais en essayant de lui donner une valeur moderne. Et je pense que ça, c'est important, parce que c'est quelque chose, bon, aussi parce qu'on n'a pas assez étudié tous ces personnages, mais c'est très important de ne pas regarder ces œuvres en disant « oui, voilà, bon, voilà, c'est ça ». Non, et même les titres, parfois, ont une signification qui va bien au-delà de ce... du sous-titre, enfin là, c'est un mauvais exemple. Mais par exemple, non, mais il y a celui-là qui n'est pas traduit d'ailleurs, qui demanderait une explication que je ne vais pas faire, mais enfin, puis là, par exemple, c'est une... Enfin, je veux dire, c'est important, pour moi, c'est important de montrer qu'il y a des personnages qui ont une réelle réflexion intellectuelle par rapport à l'art, mais aussi par rapport plus généralement à la pensée qu'il essaye, d'une certaine manière, d'utiliser pour produire des œuvres d'art qui vont dans un sens que considère comme étant par exemple de l'art moderne, etc. Mais bon, je trouve que votre remarque est tout à fait pertinente. Est-ce qu'il y a chez ces artistes une revendication de la référence aux arts décoratifs? Puisque on a au même moment chez les artistes français, chez Atlan, chez Lazel, chez La Messier, dans une esthétique du signe, une référence au tapis, Alors, il y a peut-être... Alors, chez certains. Par exemple, alors il y a un des Houroufi les plus connus, Najam Ahdaoui, le Tunisien, qui à un certain moment fait un travail avec des artisanes du sud de la Tunisie sur la Houroufi, sur l'art du tapis. Il y a, mais finalement assez peu, quand même, assez peu, je crois. Enfin, ouais. Mais c'est pas la même, on n'est pas dans les mêmes, enfin on est dans d'autres types de préoccupations, je crois. La référence, oui, alors vous avez des références, comme ici chez Jawad Selim, il y a des références au tapis, mais ça reste très générique. Hein, mais c'est pas vraiment disons... Alors oui, ultérieurement, vous avez par exemple, oui, mais plus tard, et pas nécessairement chez les Houroufi, vous avez des artistes qui commencent à produire leur propre papier en utilisant des méthodes traditionnelles. Il y a des artistes qui peignent avec du café ou quelque chose, enfin des produits qui sont considérés comme appartenant à la région, enfin des choses de ce type-là. Mais je ne sais pas si on peut définir sa pratique artisanale ou alors c'est plutôt une idée d'utiliser, d'avoir des outils qui soient en lien quelque part avec la région. Je ne sais pas, peut-être plutôt dans ce sens-là. Bien, je crois qu'on peut... Je crois que madame... Juste une petite question.
par rapport aux œuvres que vous nous avez montrées, en règle générale, au moment où elles ont été produites, quelle était leur destination? Est-ce qu'il y avait des collectionneurs, enfin, est-ce que tout ça était en dehors du marché de l'art actuel, bien évidemment? Alors, très bonne question, mais c'est une très vaste question. Alors, c'est pas une petite question. Alors, il y a des collectionneurs, je dirais, dès le début. Maintenant, cette œuvre-là, par exemple, se trouve au musée d'art moderne, musée d'art égyptien moderne, ok. Celle-ci, je ne sais pas. Alors, il y a une phrase intéressante, une citation de Jawad Selim qui disait, en citant un de ses amis, qui lui aurait dit, enfin, il voulait inviter un ami à venir voir une exposition qu'il faisait, ça dans les années 50. Et cet ami lui dit, oui, bah vous êtes artiste, ça vous intéresse, mais nous, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Hein, c'est un peu comme ça. Et puis, c'est intéressant parce que c'est un texte écrit en arabe standard, et puis cette réponse de l'ami est mise en dialecte irakien, vraiment pour donner la spontanéité, si vous voulez, de cette réponse. Mais il y a des collectionneurs, alors depuis le début, mais alors souvent les artistes, alors par exemple en Irak, à partir des années 70, il y a l'État qui achète des œuvres. Et c'est vrai aussi dans d'autres pays. Mais il y a aussi des collectionneurs privés. Mais souvent les collectionneurs privés, mais vous savez, sont des gens, alors il y a oui, parfois ils achètent, mais alors à des prix très bas, parce qu'il faut aussi voir, alors il n'y a pas... les galeries, il commence à y avoir vraiment des galeries professionnelles et commerciales à partir, je dirais, des années... Enfin, à part le cas de Beyrouth, parce qu'à Beyrouth, il y a des galeries dans les années 60, qui sont des vraies galeries avec leur réseau et tout. Alors là, et au Liban, il y a des collectionneurs, même avant cette époque-là. Mais par exemple, dans des pays, mais c'est lié aussi au fait que ce sont souvent des pays où justement, je parlais de la révolution, la Thawra, qui introduit aussi une économie d'État. Et alors très souvent, les lieux d'exposition sont des centres culturels, et donc on ne vend pas trop les œuvres, alors c'est l'État. Par exemple en Égypte, alors ça, il y a une autre expérience intéressante, l'État payait des sabbatiques aux artistes pour qu'ils puissent se concentrer. Alors, parce que souvent les artistes étaient soit professeurs, soit autre chose, enfin, hein, mais souvent professeurs, enseignants, quand ils pouvaient être enseignants, et ils ne vivaient pas. Jawad, si, parfois ils vivaient, parce que par exemple, Jawad Selim, bon, il venait déjà d'une famille quand même un peu aisée, mais pas tous, hein, parce qu'il y a par exemple, Ghazar ne venait pas du tout d'une famille aisée. Par exemple, Jawad Selim, qui était à la base plutôt sculpteur, et d'ailleurs c'est lui qui a fait ce monument à la liberté qui est toujours à Bagdad, sur la place de la Liberté, qu'on voit souvent dans des reportages sur l'Irak. Alors lui, il dit aussi dans un autre endroit, il dit qu'il faisait des tableaux qu'il avait surnommés « paint and eat », c'est-à-dire peint et mange. Et donc il faisait véritablement des tableaux pour les vendre, hein, parce qu'il considérait que lui, sa vocation c'était la sculpture. Donc est-ce qu'il vivait de ça ou il vivait d'autre chose? C'est difficile à dire. Mais en tout cas, je veux dire, et d'ailleurs ça, mais c'est vrai peut-être pas uniquement du monde arabe, mais par exemple une galeriste à Beyrouth m'avait fait ce discours que c'est beaucoup plus intéressant à voir des artistes décédés parce qu'évidemment les prix augmentent. Donc, enfin, de représenter en tant que galeriste, vous me comprenez pas mal. Mais j'avais trouvé ça quand même un peu... Et puis, et donc, enfin, là, je crois que vraiment, il est difficile de généraliser parce que la situation est très différente d'un pays à un autre. Ça dépend du régime politique. Mais disons qu'il y a un véritable... Moi, je daterais le marché de l'art
à l'exception du Liban, où il y a eu un marché de l'art dès les années 60 sans doute, et avec des galeries professionnelles. Le marché a continué pendant la guerre civile, parce que justement cette galeriste à laquelle j'avais parlé, même elle regrettait la guerre civile, parce qu'elle trouvait qu'elle faisait de meilleures affaires pendant la guerre civile que tout de suite après. Moi je l'avais vu dans les années 90, je ne vais pas nommer, hein, mais je vous donne ça. Et non, parce que ça aussi, il faut s'imaginer, alors bon, c'est peut-être le Liban, hein, je ne sais pas, mais j'imagine que par exemple, à Damas, actuellement, le marché de l'art doit quand même continuer. À Bagdad, pendant tout l'embargo, il y avait un marché, et là aussi, il y a des galeristes qui disent que c'était beaucoup plus intéressant sous l'embargo, parce qu'il y avait tous les gens de l'ONU qui achetaient des tableaux. Alors là, ça se vendait à quelques centaines de dollars, hein, je veux dire, on n'est pas dans les prix que les tableaux, les œuvres atteignent maintenant dans les ventes. Mais je pense qu'on peut dater plus généralement, vraiment il y a une ouverture générale à partir des années 90. Et avec la reprise d'ailleurs d'un marché plus normal au Liban aussi, hein, je veux dire, donc je pense que ça c'est un moment à mon sens crucial. Et puis évidemment dans les années 2000, c'est là qu'apparaissent vraiment les pays du Golfe, et notamment Dubaï, parce qu'en fait c'est Dubaï. Mais ça stimule aussi le marché dans d'autres pays, parce que tout d'un coup il y a une concurrence, et puis il y a tous ces musées, notamment le fait que du Mathaf, du coup ça fait qu'il y a un intérêt pour les œuvres qui est suscité pour les œuvres d'art arabe. Il y a d'autres musées qui avaient des collections d'art arabe qu'ils avaient bien cachées dans les réserves, qui les ont ressorties, par exemple à Sharjah. Oui, oui, bien sûr. Donc je veux dire, tout ça c'est... alors il y avait des collectionneurs, oui, mais c'était pas le... Par exemple maintenant, si vous prenez, je ne sais pas si vous connaissez la revue Canvas, qui paraît à Dubaï, justement, Art and je ne sais pas quoi, in the Middle East, vous avez pratiquement dans chaque numéro, il y a un collectionneur qui est présenté. Alors ce ne sont pas tous des collectionneurs d'art arabe moderne, mais beaucoup. Donc là, on est vraiment dans quelque chose. Donc il y a ce que Bourdieu appelait l'amour de l'art, je pense qu'il est arrivé maintenant. Et qu'à l'époque, dans les années 50, c'était moins évident. Alors il y avait des gens qui pratiquaient l'art, mais ce n'était pas une pratique, disons, d'une bourgeoisie cultivée, plus ou moins. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un phénomène, à mon sens, plus récent. Et alors, ceux qui ont... Alors là, j'étais par exemple au Liban, à l'université Saint-Joseph, j'ai enseigné justement sur l'art arabe moderne pendant une semaine. C'était intéressant parce qu'il y avait des gens qui venaient. Mais oui, mais moi j'ai dans ma famille, mon grand-père, il avait un tableau de celui-ci, et puis il venait avec les photos. C'était très intéressant. Donc je ne veux pas dire que dans chaque famille libanaise, mais très souvent c'est des choses comme ça. Puis les gens découvrent maintenant, parce qu'il y a ce développement du marché, qu'ils ont des choses intéressantes. Parce que par exemple ce monsieur qui m'avait montré ça, oui, mais mon grand-père... Hein. Et puis c'est un des premiers peintres syriens. Et je suis sûre que pendant des années, ils avaient ça. Bon, ils ne l'ont pas jeté. Beaucoup d'autres ont sans doute jeté. Mais c'est rendu compte de l'importance que pouvait avoir une telle œuvre. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Je pense qu'il y a les deux. Merci. Merci infiniment pour cette présentation. De rien. Encore une fois riche, stimulante. Bon, alors on partage un pot convivial et qu'on vous remercie. De nouveau, je rappelle que la prochaine séance sera le 19 février et qu'on aura le plaisir d'accueillir Augustin Pérez-Folio, qui est directeur du Malba, qui abordera pour nous la question de la scène moderne brésilienne. Vous voyez qu'on passera tout à fait autre chose, et qu'en même temps c'est un petit peu la même question qu'on peut se poser, celui du canon d'une forme de modernité. Merci donc encore. Merci à vous. Sylvia, et bravo.